Écoutez, comme disait David tout à l'heure, que dire après cela? Merci, chère Régine, merci infiniment. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. C'est vrai que ce n'était pas commode, j'arrive de loin, je repars loin demain, mais je suis très, très heureux et très honoré d'être des vôtres. Pour vous dire la vérité, je ne connaissais pas l'existence avant ces jours-ci de l'institution que nous célébrons et que nous soutenons ce soir. Je n'en connaissais pas l'existence, mais je connaissais l'expérience de la Taglite. Et je crois que le plus simple et le plus vrai que je puisse faire ce soir, c'est de vous raconter ma Taglite à moi, ma découverte d'Israël il y a maintenant un peu plus de 50 ans. En 1967, au lendemain de la guerre des 6 jours. Et c'est important parce que c'est en repensant, en vous écoutant, chère Régine, en regardant ces films si émouvants, en écoutant David de Rothschild, en vous écoutant tous, les souvenirs que je vais vous rapporter me sont revenus et m'ont fait mesurer à quel point cette expérience, cette campagne de voyage, cette invitation faite aux jeunes juives et aux jeunes juifs de découvrir Israël est essentielle pour nos vies de juifs, pour nos vies d'hommes et pour nos vies de femmes. Pour ce qui me concerne, et tout ça me revenait là tout à l'heure, pour ce qui me concerne, j'avais 19 ans, 18 ans peut-être, 19 ans, l'âge des plus jeunes d'entre vous. J'étais un jeune juif universaliste, marxiste-léniniste à l'époque. Je pensais que le prolétariat était le sel de la terre, je pensais que l'international serait le genre humain. J'étais proche de groupes d'extrême gauche qui n'étaient pas sionistes, loin s'en faut. Et arrive le coup de tonnerre de la guerre d'agression contre Israël de la plupart des États de la région coalisés. Cette guerre totale déclarée à Israël, cette guerre d'annihilation programmée. Et il se passe en moi, à l'époque, quelque chose de très étrange, à quoi rien ne me prédestine. Mes parents ne sont pas sionistes. J'appartiens à une famille très largement déjudaïsée, mère juif, père juif, naturellement, mais sortant de la Seconde Guerre mondiale avec l'idée que tout ça, tout ce paquet de mémoire, tout ce paquet d'histoire et d'expérience était plus proche du malheur que de l'exultation que je ressens aujourd'hui à être juif. Et bizarrement, cette guerre des 6 jours me provoque en moi un choc absolu, totalement inattendu. Un choc personnel, spirituel, physique, total. Et je l'ai raconté une fois ou deux. Je me rends au consulat d'Israël à Paris, je saute dans le premier avion et je décide d'aller soutenir physiquement le peuple d'Israël en lutte contre ce nouveau génocide en train de se préparer. J'arrive 24 heures trop tard pour participer à la victoire, mais je reste quelques semaines en Israël. Et là, le jeune juif déjudaïsé que je suis, ce jeune juif pour qui, encore une fois,
les valeurs révolutionnaires étaient plus celles de Marx et Engels que celles du messianisme juif. Ce jeune juif pour lequel le retour à la terre, c'était moins Max Nordau que les communes populaires chinoises, ressent à la rencontre d'Israël de nouveau un choc absolu. Un choc poétique d'abord. Moi qui ne sais rien, qui n'ai jamais ouvert à l'époque une Torah de ma vie, je suis frappé par la splendeur miraculeuse de ce pays, inventé par un publiciste autrichien pour un peuple qu'il ne connaissait qu'à peine, dont les citoyens se donnaient des noms hérités de la splendeur biblique, ces paysages incroyables que l'on aurait cru, pour le mécréant que j'étais, raviné par le doigt de Dieu. J'ai une expérience poétique, je ressens une expérience poétique inoubliable. Je ressens une expérience, un choc intellectuel. Je suis un jeune philosophe à l'époque, j'ai fait mes classes dans les livres de Hegel, de Platon, la métaphysique d'Aristote, et je ressens, pendant ces quelques semaines passées en Israël, une commotion d'intelligence. Je me sens traversé par une intelligence qui me dépasse, infiniment plus grande que moi, une intelligence profane, laïque. Je me souviens, David Ben Gurion est encore vivant, il habite dans une petite ferme près de Beersheba, après une route tout en lacis à travers le désert. Il me reçoit, je vais l'interviewer pour une revue juive française de l'époque. Je l'interroge et il me dit cette chose que j'ai commentée dans un de mes livres et qui m'habite jusqu'aujourd'hui, qui a probablement décidé d'une part de mon aventure de pensée, de ma philosophie, une phrase. Il m'en dit d'autres, mais cette phrase-là est pour moi d'une intelligence bouleversante et qui ne peut être proférée qu'en ce lieu-là. Il me dit, vous avez vu ce désert, ce bout de désert que vous avez traversé, ben voyez, c'est ça Israël. C'est un pays, c'est une région du monde où ce n'est pas la nature qui est généreuse avec les hommes, comme dans votre pays, la France, comme dans la plupart des grands pays d'Europe, mais où ce sont les hommes qui ont été, qui sont et qui seront de plus en plus généreux avec la nature, avec cette nature qu'ils vont augmenter de leur intelligence technicienne, de leur intelligence poétique, au sens presque grec du mot, l'intelligence qui fait. Ben Gurion me dit cela, et vraiment je pense que beaucoup de livres que je vais écrire plus tard et qui constitueront ce que je laisserai un jour, proviennent de ça, de cette phrase, mais de tout ce que cette phrase exprimait, c'est-à-dire de ce rapport si singulier de l'homme à la nature qu'Israël commençait d'incarner. Et puis, je vois bien, moi qui suis un intellectuel, la tête dans les nuages, fils des livres avant que du notaire, moi qui pense à l'époque, comme je continue de le penser pour partie aujourd'hui, que ma vraie parentèle, elle est constituée de grands philosophes, de grands prophètes, ou même de personnages de romans. Je vois bien que dans ce pays-là que je découvre, il y a une expérience de la terre, il y a une expérience d'enracinement, et je déteste l'enracinement en ce temps-là. Et je nourris toujours une méfiance d'ailleurs à l'endroit de cette idée
que les hommes seraient comme des plantes, qu'ils auraient des racines. Mais ce qui me fascine dans cet Israël de 1967, et que je vais retrouver à chacun de mes voyages jusqu'il y a quelques semaines, ce qui me fascine, c'est que justement, je trouve là comme une sorte d'union miraculeuse de mes deux sentiments. Ma méfiance à l'endroit de la racine et puis ma nostalgie de la racine aussi. C'est-à-dire, cette terre d'Israël, cette terre vers laquelle se tournent les premiers sionistes, c'est la première génération de sionistes, eh bien, ce n'est pas une terre comme les autres. Pas parce qu'elle est sainte, on peut le penser, bien sûr, mais pas pour cela. Parce que c'est une terre légère. Parce que c'est une terre qui est pensée par les fondateurs d'Israël, par ses pionniers, et par les pionniers d'aujourd'hui, parce que je crois qu'Israël est toujours un État pionnier jusqu'aujourd'hui, j'y viendrai peut-être tout à l'heure. Elle est pensée comme une terre tout à fait particulière, une terre métaphysiquement singulière, une terre qui se souvient de cette annonce faite au patriarche: vous serez semblable au sable de la mer. Vraiment, j'ai 20 ans et je me dis, c'est pas la terre grasse de mon pays que j'aime tant, la France. C'est pas la tourbe des vieilles nations européennes fossilisées, pétrifiées. C'est autre chose. C'est un limon mêlé à du sable, selon l'annonce faite au patriarche, selon tant et tant de commentaires talmudiques qu'il me sera donné de connaître beaucoup plus tard et sur lesquels j'ai travaillé, cette idée d'un peuple sable, d'un peuple enraciné, d'un peuple revenant à une terre qui lui a été annoncée, promise, mais sur le mode du sable autant que sur le mode limoneux de la terre lourde où l'on bâtit des demeures ou des palais d'or, de pierre ou de stuc. Et ça, pour moi, pour le jeune juif que je suis, c'est une expérience métaphysique tout à fait particulière et que je ressens, j'ai tant de souvenirs, que je ressens dans le kibboutz du nord d'Israël, où je suis reçu par Elie Bengal, qui avait lui-même reçu Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre quelques semaines plus tôt. J'ai ce sentiment au nord du lac de Tibériade, au kibboutz de Dargania, où je me rappelle 67 tombes de jeunes soldats tombés quelques jours plus tôt contre les envahisseurs syriens. Bref, cette expérience métaphysique. Et puis, le jour de ma découverte d'Israël, je fais une expérience aussi, comment vous dire, j'ai peur du mot, mais enfin, c'est quand même ça, une expérience militaire. Je connais un peu l'armée d'Israël. J'ai fait, parmi les expériences que Régine a évoquées, il y en a une qu'elle n'a pas évoquée, mais qui pour moi est au moins aussi importante que celle-là, c'est qu'il n'y a pas une guerre d'Israël que je n'ai pas couverte pour un journal, dont je n'ai pas essayé de témoigner pour la presse française. Les deux guerres de Gaza, la guerre du Liban de 2006, et encore avant cela. Donc je connais un peu Tsahal. Et en 1967, ce qui me frappe, et qui à mon avis doit frapper n'importe lequel de nos enfants ou de nos petits-enfants qui bénéficiera de ce programme et qui découvrira Israël, c'est l'image de ce juif en armes. Je déteste ça, les armes. Je déteste la guerre. J'en ai tellement couvert que je la déteste. Mais j'ai 20 ans. Je suis nourri par une littérature française et européenne qui n'a cessé de faire du juif le portrait d'un être fragile,
éventuellement difforme, exposé à tous les vents, de toutes les servitudes, de toutes les violences, sans capacité de se défendre. Et je vois ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui ont redressé la tête, qui ont retrouvé un corps, qui le réhabite et qui ont résolu, sans grand mal, de se réapproprier cette force dont ils avaient été privés depuis des siècles et des siècles. Et ça, pour un juif de 20 ans, nourri au lait de l'antisémitisme européen, c'est une expérience également décisive. Décisive parce que je crois qu'elle apprend une fierté de soi, une estime de soi et une façon, elle contribue à enseigner une façon de se tenir dans l'existence. Il y en a d'autres. La lecture des livres, la lecture des commentaires, l'étude sont plus importants, sûrement, pour l'apprentissage de cette tenue dans l'être. Mais cette image-là est essentielle. Et puis j'en viens au point le plus important de ma taglite personnelle. C'est l'expérience politique que j'ai faite et que fera, je crois, aujourd'hui, chacune de celles et chacun de ceux au voyage de qui vous allez et nous allons contribuer par nos dons. J'arrive en Israël avec une idée en tête que j'ai apprise dans les livres de philosophie. C'est que la démocratie, ça prend du temps. C'est que la démocratie, ça ne s'improvise pas overnight. C'est que la démocratie, il y a des retours en arrière, que le contrat social, le peuple qui s'assemble et qui décide de former une république, ça n'existe pas, sauf chez Jean-Jacques Rousseau. Eh bien, pour moi, le choc d'Israël, c'est de découvrir que si, ça existe. Et ça existe là. Des femmes et des hommes, d'origines diverses, comme disent les textes, venus de partout, très prosaïquement, même pas la crème de la crème, même pas les plus raffinés des intellectuels allemands, ou l'élite des pays arabes, ou les plus brillants et les plus académiques des juifs russes, non. Au contraire, souvent les derniers des derniers, les pauvres entre les pauvres, les femmes et ces hommes, ces squelettes ambulants qui sortaient des camps, ballottés d'un bateau à l'autre, de Chypre aux camps allemands où on les renvoyait, qui arrivent sur cette terre d'Israël exténuée et qui, en 24 heures, réalisent le rêve de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a pas d'autre exemple dans l'histoire de l'humanité de gens qui viennent de partout, des Russes, des Américains, des Arabes, des Européens, qui n'ont, pour le grand nombre d'entre eux, la moitié au moins, jamais connu l'expérience de la démocratie, qui sont spirituellement épuisés, exsangues, et qui, proprement, en une nuit, miraculeusement, si j'osais le mot, fabriquent une démocratie qui tient debout. Je découvre ça. Et ça, pardon, mais 52 ans après, ça tient toujours. Il y a une deuxième chose que j'ai apprise dans les écoles et que j'ai apprise dans mes voyages aux États-Unis dans les années précédentes, 65, 66. J'ai fait des voyages, des éducations voyageuses, politiques et peut-être sentimentales dans les fameux coast-to-coast qu'on faisait aux États-Unis. Deuxième chose que je sais, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile au monde que une expérience politique cosmopolite, que la multi-ethnicité. On le sait aujourd'hui en France. Franchement, on le savait déjà en 67. En 2019, on le sait plus encore,
combien de territoires perdus de la République, combien de débats entre assimilation, intégration, qui semblent des débats sans issue, que de crispation et de nervosité dans notre pays. Aux États-Unis, je me rappelle, je débarque en Israël, au lendemain des grandes émeutes raciales ou anti-black, ou black anti-Ku Klux Klan aux États-Unis, j'arrive d'États-Unis qui sont à feu et à sang. C'est l'époque des émeutes des prisons d'Attica, les émeutes en Californie. Et là aussi, je découvre cette chose extravagante qui est un pays véritablement multiethnique, le plus multiethnique des pays qu'il m'était donné à l'époque, mais encore aujourd'hui de connaître, avec dans cette multiethnicité une minorité qui est non seulement différente, mais à qui il arrive d'être hostile, à qui il arrive en temps de guerre de prendre parti contre l'État auquel elle appartient et qui lui donne des droits, eh bien, cette démocratie multiethnique, elle fonctionne comme, je crois, franchement, à l'époque, mais encore aujourd'hui, pour ceux qui partiront l'année prochaine, nulle part ailleurs. Et puis, il y a une troisième chose que je sais, et c'est une vérité qui, alors elle, franchement, n'a fait que se confirmer avec un éclat qui stupéfie. Je sais suffisamment à l'époque de Hannah Arendt, de philosophe de l'état d'exception, pour savoir que les meilleures démocraties, même les démocraties multiethniques réussies, même celles qui ont réussi à fabriquer du contrat social, elles butent sur une expérience limite. Il y a une expérience où la démocratie vacille et parfois se fracasse. Cette expérience limite à laquelle il arrive à toutes les démocraties, à tout régime politique et tout régime politique démocratique en particulier de se heurter, c'est l'expérience de la guerre. On sait, la France, on est à l'époque à quelques années de la guerre d'Algérie. J'aime mon pays, je suis un patriote français. Je sais, j'entendais cela dans ma famille. J'appartenais à une famille, mon père était un antifasciste de la première heure, un Français libre, un anticolonialiste et un anticolonialiste résolu. Je sais combien la France, ce pays que je chéris, après quelques années de guerre en Algérie, a pris le risque terrible de suspendre un certain nombre de principes démocratiques, ou a choisi de prendre des libertés avec certaines des libertés fondamentales. Les États-Unis, 40 ans plus tard, après le 11 septembre, 8 jours après, pas 8 ans, 8 jours après le 11 septembre, les États-Unis, là encore, je ne critique pas, c'est ainsi. Patriot Act 1, Patriot Act 2, et un certain nombre de mesures attentatoires aux libertés fondamentales auxquelles le peuple américain tient tant. Et là, je découvre un pays qui est en guerre, pas depuis 8 ans comme la France, pas depuis 8 jours comme 30 ans plus tard les États-Unis, mais à l'époque depuis 20 ans, et aujourd'hui depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis le jour de sa création, et qui, au fond, a réussi ce tour de force extraordinaire. On peut dire ce qu'on veut après, on peut être pour ou contre, machin, truc, on peut penser que tel Premier ministre a fait son temps, tout ça n'a aucune importance. Le fond de l'affaire, c'est que ce pays-là, Israël, a réussi à l'époque à affronter ces 20 années de belligérance continue, de double guerre d'agression, et aujourd'hui, 70 ans après, plus encore,
sans jamais avoir vu ou avoir pris le risque d'entamer sérieusement le roc de ces principes démocratiques. C'est comme ça. Moi, j'ai été en Israël en pleine guerre de Gaza. Je suis entré dans Gaza, je suis un des rares observateurs étrangers à qui on ait fait l'honneur de lui permettre d'aller voir et de témoigner. Et je l'ai fait dans la presse française à l'époque, dans Le Monde. Mais j'ai vu, quelques jours avant ou quelques jours après, des villes arabes en Israël, en état d'insurrection, en état de quasi-sécession, avec des manifestations de rue considérables, hurlant « sionisme assassin, abat l'État sioniste », vous savez tout ça. Eh bien, il n'y a pas un journal, y compris dans ces moments-là, il n'y a pas un journal dans un pays démocratique où l'on ait continué, comme en Israël, de défendre le droit à opiner contre le gouvernement, voire même à faire sécession de la narration fondamentale du pays, alors que même que le pays était en danger. Il n'y a pas un pays où les droits fondamentaux soient respectés avec autant de scrupules, et je ne parle pas de l'armée israélienne. Je vous ai dit que je la connaissais un petit peu. J'ai fait un travail d'intellectuel, de journaliste, et j'ai vu comment, là encore, fait unique à mon sens dans le paysage des démocraties, cette armée juive, cette armée d'Israël, qui commet des bavures, qui peut recevoir des ordres idiots, qui peut parfois les outrepasser. Ça encore, c'est du contingent. Mais elle reste fondamentalement fidèle à cet idéal ou à cet horizon de la pureté des armes qui est inscrite dans ces textes fondateurs. C'est comme ça. J'ai vu des choses hallucinantes. En 2006, en juillet 2006, au moment de la guerre du Liban, en plein champ de bataille, parce qu'un observateur avait signalé qu'un tir de Tsahal venait de viser une habitation, venait de toucher une habitation civile au Liban, intervention d'un avocat sur le champ de bataille, prenant note, alertant, exprimant l'intention de s'adresser aux autorités militaires, puis judiciaires, puis peut-être la Cour suprême compétente. Bref, une sorte de judiciarisation du champ de bataille, une sorte une façon de continuer jusque dans ces moments de crise extrême à hauteur de l'idéal dont je ne connais pas d'exemple dans aucune autre démocratie au monde, vraiment. On dit souvent qu'Israël est un exemple de démocratie dans la région. Moi, je crois, depuis 1967, que c'est à bien des égards un exemple de démocratie tout court. Je viens de vous en donner 3 illustrations. Je pourrais évidemment vous en donner bien d'autres. Bref, voilà ce que j'ai compris en 1967. Voilà ce que j'ai vérifié à chacun de mes voyages depuis 50 ans. Voilà, je crois, ce que vérifieront les jeunes gens qui vont, grâce à vous, aller à la découverte d'Israël. Et en ce moment où nous sommes, où Israël continue, et peut-être plus que jamais, d'être démonisé, diabolisé, parfois nazifié, où l'antisionisme est devenu, comme nous sommes maintenant si nombreux, moi je le dis depuis 30 ans, 40 ans, mais aujourd'hui nous sommes si nombreux à le penser, jusqu'au sommet de l'État, président Macron, au dernier dîner du CRIF, en cette époque de l'histoire de l'Occident, où la forme nouvelle de l'antisémitisme est devenue l'antisionisme, où la seule langue dans laquelle il soit autorisé à l'antisémitisme de s'exprimer est devenue la langue antisioniste, à cette époque-là, à l'époque où sur les campus américains, d'où j'arrive et où je retourne, la jeunesse libérale, entre guillemets, prétend au nom des valeurs qui sont les siennes, haïr, honnir Israël sans voir les imbéciles qu'Israël est au contraire bien souvent l'incarnation même de ces principes qu'ils prétendent illustrer,
et auquel ils se prétendent fidèles, découvrir l'Israël réel. Pas l'Israël des psalmistes et des poètes. L'Israël réel est une expérience essentielle. C'est une éducation politique fondamentale. Et c'est peut-être au fond, Israël est un refuge contre l'antisémitisme, naturellement. Israël est un élément de notre assise et de notre assiette dans l'être, bien sûr. Mais Israël, c'est aussi la réponse à l'antisémitisme. Si vraiment l'antisémitisme s'alimente à ces clichés antisionistes, à cette défiguration à laquelle l'antisionisme procède tous les jours, alors je crois vraiment que l'expérience que j'ai faite en 67 et qu'il appartient à chacun de pouvoir faire aujourd'hui est une expérience politique, militante, absolument décisive, parce qu'on touche du doigt, mais dès l'arrivée à l'aéroport Ben Gurion, on touche du doigt la bêtise, l'erreur, l'abomination, l'effroi, moi, que m'inspire en tout cas cet antisémitisme antisioniste. Donc, longue vie à Taglit, beaucoup de bénéficiaires cette année de vos bourses, des bourses que vous allez distribuer de ces voyages, parce que je ne connais pas de geste plus intelligent, plus militant et plus efficace aujourd'hui encore que, sous la direction des moniteurs qui sont ici, qu'une découverte du véritable Israël. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie.